Souvenez-vous qu'au lendemain des 10 ans de Saint-Nicolas, avec M. Labolanier, nous avions écrit une lettre au maire de Paris, qui était alors Chirac, au ministre de l'Intérieur, ça n'a rien donné, ces 2 lettres, et une également au président des maires de France, qui était M. Michel Giraud. Et on lui disait en cette lettre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ces églises croulent, on ne peut pas les restaurer, ça coûte extrêmement cher, on est prêt, nous, à en prendre quelques-unes, celles que vous nous donnerez, et pour les restaurer et les faire vivre. Et je vous garantis que dans un an et demi, l'église de Saintes qui sera belle, il n'y a aucun problème. Elle sera très très belle, elle est quand même du 15e, 16e siècle. Eh bien, souvenez-vous un peu la frénésie que ça avait déclenché, puisque Michel Giraud nous avait répondu très sympathiquement à M. Labolanier et à moi-même, nous disant qu'il allait réfléchir sur notre demande. Et il y a eu des fuites, je ne sais pas comment, enfin si, puisque moi je l'ai dit publiquement, le président de la conférence épiscopale française, qui était à l'époque Monseigneur Villeneuve, l'a appris, il a réuni d'urgence le Conseil de sécurité, je ne sais pas comment ça s'appelle dans l'épiscopat, et le Conseil de sécurité de l'épiscopat, et ils ont pondu une lettre envoyé au ministre de l'Intérieur et signé de Monseigneur Villeneuve, disant, attendez, si vous commencez à lâcher une ou 2 églises aux traditionalistes, alors vous créez, et là je cite mot à mot, un conflit majeur entre l'Église et l'État. Autrement dit, on était reparti en 1905. Quelle horreur! Ah oui, un peu c'est effrayant de se fâcher avec des gens comme ça, parce qu'ils ont un tel courage dans le combat. On voit bien dans le combat contre l'avortement, par exemple, courage que montrent les évêques. Donc effectivement, on comprend que l'État recule dans la perspective de se fâcher contre des gens d'une audace aussi implacable que, je sais pas, Villeneuve. Ah oui, là ils ont sorti les gros canons des vieux conciles, les 120 et voilà. Des durs de durs, voilà. Et je crois que cette politique de récupération des églises, elle est inéluctable. Quand est-ce que ça arrivera? Le temps n'en est pas fixé, mais qu'est-ce que vous voulez? On ne dit plus la messe dans ces églises. Encore une fois, elles vont devenir des monoprix ou des mosquées. Il faut choisir. Alors, et en attendant, elles croulent. Et puis il y a des choses irréversibles. Dans l'obsolescence, dans l'usure c'est quand une voûte s'écroule. Vous savez, on ne refait pas de voûte du XVIe siècle comme ça. Qui va savoir faire et qui va y mettre l'argent de refaire une voûte du XVIe siècle? La cathédrale de Saintes, à 300 mètres d'ailleurs de l'église Sainte-Colombe dont je vous parle, les voûtes n'ont jamais été finies et puis il y a une charpente depuis le XVIe parce qu'on ne fait pas ce genre de choses. Il y a une question de patrimoine et évidemment il y a une question de progression de la foi parce que le rayonnement d'une église et en particulier d'une paroisse est considérable et je pense que, regardez Saint-Nicolas à Paris, mais pourquoi Saint-Nicolas à Paris? Parce que c'est une église et parce qu'elle est en plein Paris, et c'est tout. Là, et si vous avez dans d'autres villes une église en plein cœur de cette ville, vous aurez, j'en suis persuadé, le même rayonnement qu'à Saint-Nicolas, à imaginer une quarantaine ou une cinquantaine de Saint-Nicolas en France. Là, on a gagné une grande bataille. Là. Non, c'est vrai qu'il y a un moyen là, pour tous les gens paumés au point de vue de la foi. Enfin, Elton John, excusez-moi, mais vos références datent un peu. C'est vrai? Il y a mieux? Bon, il y a plus... non, il y a plus jeune, quoi. Oui, mais est-ce qu'il y a plus lucratif? Je sais pas. Alors, j'en sais rien. À voir. En tous les cas, on peut avoir, si vous voulez... tout un cours de catéchisme qui est oral, une catéchèse, comme on dit dans le 16e, ça fait beaucoup mieux. Catéchisme, ça fait vraiment un pecno. Oui, ça fait un peu plouc. Ouais. Mais bon, c'est une catéchèse, puisque la catéchèse, c'est simplement mise en oral le catéchisme, ou plus exactement l'inverse. Le catéchisme est la mise par écrit de la catéchèse qui se fait depuis 16 siècles avant le Concile de Trente. Bref. On peut avoir cela, si vous voulez, sous forme de cassette, en choisissant ce qui plaît. Si c'est l'incarnation, c'est l'incarnation, c'est le péché originel, c'est les anges, c'est la morale, bon. Ou on peut prendre la collection intégrale. Je n'ai même pas les prix, vous voyez, je suis pas venu dans l'idée de vendre de produits, mais je pense que c'est encore un combat extrêmement important parce que on s'aperçoit d'une chose, les gens de 30, 40 ans n'ont pas eu de catéchisme. Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait 30 ans qu'il n'y a plus que des parcours, des pierres vivantes et des machins comme ça. Même les gens bien intentionnés et qui ont essayé de garder la foi catholique, etc., ils n'ont pas eu à se mettre sous la dent, si je puis dire, quelque chose d'un peu consistant au point de vue de la doctrine catholique. Et donc, ça s'adresse à des adultes parce qu'il y a un peu de philo, il y a un peu de... etc. C'est pas pour des enfants, c'est pour des adultes qui disent, moi je reprends ma formation de catéchisme à zéro et ça va vite puisque moi je fais ça en un an et encore l'année scolaire et donc j'ai 30 leçons, 30 ou 35 je sais plus et là je vous garantis que vous avez, si vous les avez écoutées et vous avez vraiment
la doctrine catholique bien ficelée dans la tête, garantie service après-vente. Du breton dans les familles bretonnes. Pour moi, c'est exactement du même ordre. Il y a des langues qui sont en quelque sorte connaturelles au génie français, qui sont des langues, c'est pas le français, mais c'est connaturel au génie de la nation, parce que c'est devenu complètement intégré dans la nation, et en famille on parle breton ou corse. Moi j'allais très très souvent en Corse avec ma femme, on entendait les gens parler corse. Bon, ça ne gênait personne. En famille, on parle pas. Qu'on se comprenne bien. La réflexion que j'ai faite tout à l'heure, c'est que je subodore quand même, de la part de nos amis socialistes, une volonté perverse en relançant les langues locales pour pousser justement au séparatisme. C'est ça qui me fait réagir. Je crois que simplement ils font ça parce que ce sont des semeurs de bordel. Ah oui, donc quel que soit le moyen, si tout le monde parlait des langues différentes, ils essaieraient, comme ils l'ont fait d'ailleurs au début du siècle, ils essaieraient d'imposer par la force, par la contrainte et par la violence une langue unique, en interdisant la pratique des langues régionales, des patois, des dialectes et des langues régionales, ou des langues communes de communauté. Et comme maintenant, tout le monde parle en gros un français complètement abattardi et nunuche, ils se disent que il faut absolument semer de nouveau la chicaya en posant des questions qui ne s'opposent pas du tout. Mais exactement. Je ne crois pas que ça ait quoi que ce soit à voir avec la réalité de la langue. De toute façon, c'est secondaire, ça. Il y a une chose, puisque la guerrier a eu la gentillesse de rester avec nous, je voudrais lui poser une question sur le rôle la position de l'Église par rapport au nationalisme. Parce que l'Église catholique, c'est par définition une internationale. Alors, oui. Comment est-ce qu'on peut être nationaliste représentant d'une internationale? J'y réponds dans le livre, d'ailleurs. Combien de divisions l'Église, c'est ça, non? Oui, mais la division au sens de... Non, l'objection, si vous voulez... je crois que c'est assez simple de répondre, parce que l'universalisme de l'Église n'est pas du tout au niveau politique. Pas du tout, exactement. Du tout. Tout simplement, est au niveau spirituel, la communion dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Bon. En revanche, si l'Église n'a pas tranché, c'est pas un régime politique, le nationalisme. C'est une réalité. Enfin, je sais pas, c'est à mettre pour Carlasac de répondre. Mais c'est un docteur, c'est un docteur. Docteur, pardon. Alors, pour l'aspect patriotisme, nationalisme, État, etc., j'ai justement dans ce livre un chapitre spécifique concernant le régime et l'institution. Et là, il y a souvent une confusion qui s'établit. L'institution, en fait, c'est ce qui coiffe l'État. C'est le chapeau qui peut être un monarque, qui peut être un président de la République, qui peut être un conseil des sages, etc. Mais cette entité ne préjuge pas de la doctrine philosophique de l'État. Ce qui va être, finalement, le fondement de la philosophie de l'État, c'est le régime. Et c'est d'ailleurs la définition lumineuse et excessivement courte et concise du président Salazar. La politique est une philosophie en action. Donc le régime, et c'est ça qui nous, nationalistes, en carence de monarchie pour l'instant, nous intéresse, c'est de définir les conditions du régime que nous voulons, basées non pas sur des créations artificielles que moi, petit écrivain, après avoir été médecin, pourrais élucubrer. Je n'élucubre pas, je ne dis rien de nouveau, parce qu'il n'y a rien à dire de nouveau. Ce sont des données éternelles, simplement, qui sont masquées parce que nos adversaires font oublier les vérités essentielles et qu'il faut, de ce fait, les rétablir indéfiniment. Cohérent avec... une position nationaliste? Écoutez, là je crois qu'il y a une grande querelle sur le plan de ce terme démocratique. En fait, les nationalistes ne refusent pas au peuple de s'exprimer. Simplement, ce qu'ils refusent, c'est cette caricature de consultation électorale qui donne à penser à l'électeur qu'il est souverain avec son bulletin de vote, alors qu'en fait, il n'est que manipulé, il est programmé en fonction des intérêts de ceux qui tiennent les médias. Et c'est ça la grande astuce des révolutionnaires, c'est qu'ils ont fait croire au bon peuple qu'ils étaient dorénavant libres alors qu'avant ils étaient opprimés, qu'avant ils n'étaient jamais consultés, ce qui était faux,
et qu'à partir de cette nouvelle aurore démocratique, ils allaient pouvoir gérer convenablement enfin leur avenir. Le résultat, c'est que dès le début de la République, les classes les plus populaires et les plus pauvres mouraient de faim, leur argent, leurs petites économies ayant fondu avec les assignats. Il faut lire le livre de René Sédillot, Le coup de la Révolution française. Et d'ailleurs, c'est le titre d'un des chapitres de mon bouquin où je dis « Une révolution au nom du peuple, contre le peuple ». Et ça, c'est fondamental. Donc, l'initiative dont vous parlez, je suis tout à fait pour, parce que ce n'est pas parce qu'on consulte le peuple qu'on est démocrate, on consulte le peuple sur les sujets qu'il connaît directement. Absolument. C'est le fondement du corporatisme. C'est ça. Et c'est d'ailleurs la distinction que j'essaie de faire dans le livre entre démocratie inorganique qui nous a été créée par les Lumières de la Révolution française, qui ont détourné la véritable souveraineté du peuple, qui lui, déjà bien avant, pouvait juger des choses qui le concernaient directement, donc il savait de quoi il parlait, et il savait comment aussi juger et les hommes et les faits, puisque c'était des faits qu'il côtoyait. Et le drame aujourd'hui, c'est qu'on leur demande de donner un avis sur des choses dont il n'a connaissance que par seconde main. Or, cette seconde main, on sait très bien qu'elle est manipulée. Et que le citoyen électeur est devenu un chien de Pavlov. L'exemple, c'est le référendum sur Maastricht. Tout à fait, tout. À l'occasion duquel donc vous voyez, l'immense majorité a voté sans avoir la moindre idée des raisons pour lesquelles ils votent. Donc vous voyez, cher ami, d'une part... Il s'en est fallu d'un jeu en plus. Je ne suis toujours pas démocrate, et je risque pas de mourir le devenant, mais néanmoins, je prône, bien entendu, l'avis populaire, mais adapté aux problèmes qu'il peut connaître directement. Et ça, c'en est un. Alors, je lis en vitesse les messages. Je suis corse, je peux vous dire qu'il n'y a pas de langue corse, pas un seul corse ne l'écrit comme son voisin. Oui, remarquez que c'est exactement la même chose avec le français, hein, ça, clairement. Hein. Surtout avec l'éducation actuelle. Surtout quand moi je m'y mets, alors là, ça devient quelque... Bon, une langue a une traduction et est écrite, le corse n'est pas une langue. Bon, madame, vous dites que vous êtes corse, ou monsieur, je sais pas. Non, c'est un monsieur. Monsieur, vous dites que vous êtes corse, je vous laisserai vous arranger avec vos compatriotes, mais à mon avis, vous allez au-devant de gros problèmes. Vous répétez les mêmes âneries que certains patrons d'émissions sur cette radio qui affirment avec assurance que le national-socialisme était de gauche puisqu'il y a dans ce mot le terme socialisme. Argument d'imbécile ignare, pas seulement d'imbécile, mais d'imbécile ignare. Pas gentil. Puisque Adolf Hitler, notre Führer bien-aimé, non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Excusez-moi. N'a jamais adhéré à un mouvement de gauche. En 1919, il adhère à un groupuscule d'extrême droite pan-germaniste, le DAP. Deutsche Abteilungspartei, créé par Anton Dressler. D'autre part, Hitler n'a jamais donné au socialisme un sens démocratique ou marxiste. Oui, ça, je crois qu'on avait bien remarqué. Oui, ça, c'est assez évident. Donc, encore... Quel lien, M. Blanc-Gardassac, voit-il entre nationalisme et monarchie? Vous avez répondu. Pense-t-il qu'un nationalisme intégral peut avoir un sens sans la royauté? Ça, je peux répondre très brièvement à ça. C'est que justement, là j'insiste là-dessus dans le livre, c'est que le nationalisme, en fait, a pris le relais des idées implicites de la monarchie de droit divin par carence avec la disparition de la monarchie. C'est-à-dire que la monarchie et tout l'art de gouverner qu'avait créé petit à petit la dynastie française s'est retrouvée détruite par l'assassinat de Louis XVI et le triomphe des idées jacobines. Et c'est à partir de là, sur cette constatation, que des esprits comme Baruel, comme Joseph de Maistre, comme André Chénier, comme plein d'autres après, et puis l'école nationaliste plus tardive que nous connaissons, ont fait la critique des idées de la Révolution française et ont fait cet édifice doctrinal que l'on appelle aujourd'hui le nationalisme français. Et que je n'ai fait que, j'espère, ne pas avoir trahi en essayant de le codifier.
Amis de la Résistance, bonsoir. Et naturellement pour l'Afrique du Nord, amis Moudjahidine, salam alaikum. Hein, faut se mettre, puisqu'on est écouté maintenant en Afrique du Nord. Grâce au bouquet. Le bouquet, voilà. C'est beau. C'est bouquet, c'est joli, le bouquet. C'est des fleurs. Voilà. Alors, je voudrais saluer tout spécialement en ce début d'émission ma petite femme qui est en train de faire des calculs éperdus parce que faut qu'on trouve le moyen de payer. On a été condamné lourdement. Vous avez été condamné. Oh là là, ma pauvre. Vous avez fait des vilaines choses? Oh, vous pouvez pas savoir. On a dit que les Noirs couraient plus vite que les Blancs. Alors ça me coûte 60 000 francs, 6 millions de centimes. C'est-à-dire que, étant donné qu'on a à peu près 3 000 abonnés, c'est 20 francs par abonné. Alors vous imaginez, hein, comment ça va? Moi, juste ça va, on va pouvoir vous les envoyer. Ouais. Vous imaginez Paris Match, par exemple, qui a je sais pas combien, 1 million d'abonnés ou de lecteurs. Ça veut dire qu'il aurait été condamné à 1 milliard de francs. Enfin, de centimes. Non, de francs, je sais plus. Enfin bref, j'aurais été condamné en tout cas. Pour rafraîchir un peu la mémoire à vos auditeurs, que ce soit le scandale du sang empoisonné, vous vous souvenez bien, responsable mais pas coupable, puis après le bouquet final de la formule historique, coupable mais pas condamnable. Que ce soit le scandale de l'amiante et des nombreuses victimes de cancer, que ce soit les malades victimes des rayons ionisants sous toutes leurs formes, les cancers du cerveau dus à l'utilisation des téléphones portables, je vous signale dans les confirmations se font de plus en plus nombreuses en provenance des États-Unis, et je vous signale qu'à ce propos, le Pao Pereira de Beljanski, qui passe la barrière ménagée, est très efficace contre les cancers du cerveau. Que ce soit cette exposition des bénévoles au pétrole de l'Erika, qui a été classée selon l'article de Vérité Santé Pratique numéro 54 que je vous ai envoyé, comme fuel NO2, qui sont des déchets industriels spéciaux hautement cancérigènes. Dans tous les cas de figure, la situation est la même. C'est-à-dire qu'au nom du profit, des responsables ont commis des fautes très graves et sont devenus, dirons-nous, des assassins. Dans cette situation incompréhensible et angoissante pour les victimes, celle-ci, dans tous les cas de figure, ne demandait pas des indemnités, mais tout simplement la santé. Alors dans le scandale du sang, au nom de la raison d'État, on a fait traîner, la majorité des témoins sont morts, et cette mascarade de procès qui honte pour notre République, des rescapés, je vous signale, existent bien, et en général, ceux qui sont en parfaite santé comme Francine Bocquet ont utilisé les produits Beljanski. Alors si l'État, qui connaît très bien l'intérêt des produits Beljanski, avait accepté de payer aux malades du sang les produits Beljanski, on aurait pu considérer qu'il réparait ainsi ses bavures en sauvant le maximum de victimes. Oui, mais écoutez, il y a un mais, parce que c'était la reconnaissance des produits Beljanski, et les lobbies pharmaceutiques, pour lesquels ces produits ne sont pas rentables, ont manipulé et corrompu les décideurs. C'est tout à fait le même schéma pour l'amiante ou le pétrole de l'Erika. Et personnellement, moi je suggère que les représentants des victimes de l'Erika me contactent par écrit, parce que j'ai cru entendre qu'un comité de défense des bénévoles de la Marée Noire s'était créé, et il faudrait dans un premier temps placer sous surveillance médicale les bénévoles qui sont intervenus pour nettoyer les plages. Alors moi je pense qu'un examen tous les 6 mois ça devrait suffire, et ensuite bien entendu cet examen devrait être pris en charge par Total Fina. Mais évidemment, Serge, c'est clair que les experts devraient être indépendants pour éviter la corruption et des résultats des analyses truquées, des choses de ce genre. On a tellement l'habitude. Alors, si on détecte un cancer naissant, eh bien, toujours Total Fina, n'est-ce pas, pourrait réparer ses bavures en payant les traitements Beljanski aux victimes. Traitements qui auraient de très grandes chances de réussir et qui n'est pas contraignant puisqu'il s'agit simplement d'absorber quelques gélules par jour d'extraits naturels de plantes qui sont efficaces contre le cancer. Alors plus tôt le diagnostic sera fait, plus tôt il y aura de grandes chances de réussite, et moi je souhaite que le comité de défense de ces malades soit fort et ferme face au, ce qu'on peut dire, le pot de fer, hein. Ça va être le combat du pot de fer contre le pot de terre. Alors Serge, vous voyez, pour conclure ma brève intervention de ce soir, à cause des nombreux sujets que vous avez à traiter dans votre émission, je voudrais vous dire que nous nous préparons déjà à un éventuel procès qui devrait avoir lieu à l'automne prochain. C'est la suite de la fameuse descente. Je n'ai pas de précision à vous donner pour l'instant, mais nous avons bien sûr l'espoir, nous, les malades, les anciens malades, guéris ou en rémission, avec une forme exceptionnelle et une dignité humaine très appréciable, nous, comme on nous appelle les survivants illégaux, nous avons bon espoir de pouvoir nous exprimer en témoignant. Je vous rappelle quand même que M. Jean Le Guen, agriculteur breton à la retraite, vous avez vu sur Dialogue, a 17 ans de recul par rapport à un cancer avec atteinte du pancréas. Et il en est guéri.
Il ne prend plus aucun traitement depuis une dizaine d'années. Alors normalement, en 2 mois, ce type de cancer foudroyant vous fait mourir. Alors tout ça c'est impressionnant, mais c'est vrai. Alors première chose, qu'est-ce que c'est que le cercle gaulois ? Tout ça vient d'un long parcours. Je peux vous dire qu'il y a à peu près 30 ans, j'avais acheté une maison au Croisic. À l'époque, j'étais un jeune cadre dynamique et je ne savais même pas que c'était en Bretagne. Puis j'ai découvert que il y avait là une vague idée, non ? Vous étiez en Bretagne, une nourriture un peu différente, une architecture, un esprit, un air différent. Et puis progressivement, le déclic, ça a été un concert orgue et bombarde à l'abbatiale, je crois que c'est l'abbatiale de Guérande, et puis ça m'est rentré dans les tripes, et je dois dire que je réfléchis quelquefois, je me suis dit mais c'est pas les 2 poivreaux qui jouent, qui ont inventé ça, et j'ai cherché, j'ai découvert donc toute une culture, des gens qui défendaient cette culture, je suis rentré dans le mouvement breton, le mouvement politique breton, et puis incidemment j'ai découvert ensuite des druides en Bretagne. Voilà, alors à Paris, je me suis aperçu qu'il y avait aussi des druides, qu'il y en avait en Suisse, qu'il y en avait en Autriche, en Belgique, en Angleterre, etc. Et puis, il y a maintenant 12 ans, avec un certain nombre d'amis, on a fondé l'école druidique des Gaules. Et c'est de là que tout vient, si vous voulez. Donc on est parti du plan spirituel, et puis un druide à Paris, il est dans un magma noir. Il faut que nous créions, il a fallu que nous créions, je dirais, nos bras séculiers pour agir. Voilà. Paris, c'est quand même pas c'est pas l'Anus Mundi, c'est la ville d'Isis, par Isis. Oui, les druides en Bretagne, ils ont la chance d'avoir le mouvement breton qui a des organes économiques, culturels, même politiques. Ah oui, mais à Paris, effectivement. Et les druides piochent là-dedans, si vous voulez. Donc ils prennent les meilleurs. Tandis qu'à Paris, il faut tout faire. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé d'abord émergé monarchie et régionalisme gaulois, qui était donc quelque chose culturel qui s'adressait plutôt à la classe guerrière, et où on a fêté un certain nombre de commémorations, dont le 2050e anniversaire de la bataille d'Alésia, il y a 2 ans. On est allé voir sur le site. Bon, on a présenté ensuite un candidat gaulois au présidentiel en 95. Mais c'était pourquoi ça ? C'était un gag ou alors c'était pas pour des raisons politiques, je vous rassure tout de suite, c'était plus pour des raisons de formation et de propagande à bon marché, si vous voulez. Ça nous a coûté un peu d'argent, mais on a eu quand même 50 articles, même dans la presse étrangère. Et combien de voix ? On ne s'est pas présenté à la fin. Bon. Voilà. Alors, dans la foulée, on a créé le Parti des Gaulois, qui est pour l'abolition de l'État et l'abolition du travail. Donc carrément. Carrément, ça c'est assez populaire. C'est pas les 35 heures. Non, alors les gens nous taxent maintenant, avant c'était extrême droite ou nazi, maintenant c'est extrême gauche ou anarchiste. Les gens comprennent pas que abolir l'État, c'est pas forcément l'anarchie, puisque nos ancêtres, les Gaulois, et jusqu'à la Révolution, on a pratiquement vécu sans État. Dans l'anarchie plus sain, comme disait Maurras. Alors, dans la foulée, on a donc fondé le Cercle Gaulois, qui là s'adressait à un plus large public, donc avec des activités ludiques, sportives et tout. On fait des balades en forêt, où on a des dîners mondains, maintenant un cercle de chefs d'entreprise gaulois, un cercle de communication. Et qu'est-ce que ça veut dire gaulois au fond ? Et tout ça est transcendé maintenant par un journal qui s'appelle Tribune Gauloise, donc qui tire à 2000 exemplaires, qui est vendu à la criée dans un certain nombre de dépôts à Paris. Comment vous le sélectionnez, le Gaulois ? Par exemple, moi, si je me présente, vous m'acceptez ? Ah bah tout de suite, vous avez des moustaches, c'est tout de suite fait. Bon, alors ça suffit. Moi, c'est ce que je voulais dire. Il suffit d'avoir des moustaches, en fait. Mais vous n'en avez pas, alors moi, ça me choque. Non, mais parce qu'il les a rasés pour venir là. Alors, votre question m'amène à définir un peu ce que sont que les Gaulois. La plupart des gens à l'école, on leur a dit la Gaule était un vaste pays tout couvert de forêts. Les Gaulois étaient des sauvages qui habitaient des cahutes en bois. Bon, alors les Gaulois, la meilleure définition, je crois que c'est de dire que ce sont nos ancêtres. En fait, 80%, même 90% des gens ont des ancêtres directs gaulois. Bon, parce que les envahisseurs, que ce soit les Hermins, les Normands et tout, c'était 10 000 cavaliers ou 10 000 marins, c'était pas vraiment des invasions. Même les Allemands du Sud sont gaulois. Bon, les Autrichiens, les Suisses, etc. Bon, alors ça c'est une chose. Alors maintenant, les Celtes dans le temps. Alors les Celtes font partie, si vous voulez, du rameau, c'est un des rameaux du groupe indo-européen. Gaulois et Celtes,
Alors Gaulois et Celtes, c'est synonyme, si vous voulez. Les Celtes ont couvert toute l'Europe, on verra comment. Et Gaulois, c'est plutôt les Celtes qui ont occupé la Gaule actuelle, enfin la France actuelle, la Belgique actuelle, la Suisse actuelle. Alors ils sont partis, c'est un rameau donc indo-européen. Bon, les Indo-Européens ont démarré il y a 10 000 ans. Du cercle polaire, toutes les cosmogonies et toutes les histoires des peuples européens l'attestent, et ont occupé toute la de la Russie, l'Inde et toute l'Europe, n'est-ce pas? Et ça s'est divisé ensuite en rameaux, ce que Dumézil appelait des provinces. Donc il y a eu la province celtique, la plus ancienne. Ensuite il y a eu la province germanique, la province grecque, la province latine. Il y a eu la province indienne et les Russes. Donc nous sommes les ancêtres les plus anciens indo-européens, si vous voulez. Donc quand vous apprenez le breton ou vous apprenez le gaulois, comme j'ai fait pendant 6 mois, vous avez la langue la plus, vous touchez la langue la plus ancienne qui se rapproche le plus de l'indo-européen. Voilà. Alors ils ont donc ensuite le rameau celte a démarré très exactement il y a 4573 ans. Vous voyez que c'est précis. À quelle heure? Alors, c'est attesté, je ne sais pas l'heure, mais c'est attesté par des légendes, si vous voulez, irlandaises. Parce que 4573 ans, c'est vraiment... Tout à fait précis. Alors, si vous voulez, c'est attesté par des légendes irlandaises qui disent que les cycles celtiques commencent toutes les fois que les deux constellations de l'ours et du dragon se touchent. Bon, alors il y a un type un peu curieux, il y a 12 ans, qui a demandé à un copain astronome, qui a dit oui, effectivement, ces deux constellations se touchent tous les 760 ans. Et les légendes irlandaises parlent du premier âge de deuxième, troisième, quatrième, et il suffit de faire le calcul à l'envers, et nous sommes aujourd'hui la 13e ou 12e année du 7e cycle. Donc vous voyez, on peut faire le calcul à l'envers et voir la chose très précise. Et ils sont partis du Harz, massif du Harz. C'est le centre de l'Allemagne, c'est un massif forestier qui se trouve pas loin de Nuremberg, exactement vraiment le centre, puisque le rideau de fer passait à travers. Et ensuite, il y a eu une première expansion qui a à peu près duré 1000 ans, ce qu'on appelle la civilisation des champs d'urnes. Moi, je savais pas que la civilisation des champs d'urnes, c'était mes ancêtres. Bon, il y a eu l'expansion suivante qui a été l'âge du fer, donc vers moins 1000. Ils ont inventé le fer. Et là, c'était la civilisation de Hallstatt, dont Hallstatt est en Autriche. Et il y a eu l'expansion maximum, c'est la civilisation de l'Athènes, la plus brillante. L'Athènes est un village lacustre qui se trouve en Suisse. Et les Celtes, à ce moment-là, ont occupé toute l'Europe. Elle est beaucoup plus grande que l'Europe actuelle des 15, puisque ça allait de la Turquie, c'est-à-dire l'Anatolie, jusqu'aux îles britanniques, du sud de la Pologne, le sud de la Russie, jusqu'au Portugal. Alors tout ça, c'est attesté aussi par la toponymie, puisque Galles, Celte, c'est partout. Hein, vous avez le pays de Galles, vous avez le pont des Galates. La Galilée aussi. Vous avez ça, c'est un peu discuté. Faut lire le bouquin de Bourg, de Jean-Paul Bourg. Oui. C'est tout à fait passionnant. C'est une théorie, c'est pas attesté. Galles, vous le trouvez partout, la Galice en Pologne, la Galice en Espagne, et même Portugal veut dire port des Gaulois, parce que je vois mon garagiste portugais, quand je lui ai dit ça, maintenant il me répare ma voiture presque gratis, tellement il est content. Ah, c'est bien. Alors, bon, on fait un saut rapide dans l'histoire. Au fond, ce que vous nous disiez, tout à l'heure, vous nous disiez que les Romains étaient des Gaulois. Enfin, des Celtes. Les Romains étaient de la même famille indo-européenne. Voilà. Alors, donc c'est une forme de guerre fratricide. Rapidement quand même. Attendez. Les Celtes ont véritablement hérité des valeurs authentiques des Indo-Européens, c'est-à-dire, la langue, la spiritualité probablement, et surtout la trifonctionnalité, c'est-à-dire la structure en 3 classes. Donc la classe sacerdotale, la classe guerrière et des rois, et la classe des producteurs, avec la hiérarchie de ces classes. Et les Romains, bien sûr, ont gardé les 3 classes, mais ils ont un peu bouleversé la chose, c'est-à-dire qu'il y avait une priorité du guerrier sur les prêtres. Les prêtres n'avaient aucun rôle à Rome, si vous voulez. Donc ça fait une société un peu différente, qui avait des valeurs très différentes. Enfin, si vous voulez, en raccourci, les Gaulois étaient une société plutôt spirituelle et culturelle, alors que Rome, c'était plutôt une société qui marchait par la force et la matière, matérialiste. Donc ça entraîne, les uns sont fédéralistes, les autres centralistes, l'un c'est le contrat, l'autre c'est l'écrit, la coutume ou l'écrit, l'un c'est l'honneur, l'autre c'est le légalisme.
L'un est communautariste, les Gaulois, alors que les Romains sont plutôt collectivistes. Les Gaulois avaient des rois élus. Chez les autres peuples méditerranéens, c'était plutôt des despotes. Les Celtes étaient des peuples libres, les autres étaient des empires centralisés. Bon, le patriotisme et le cosmopolitisme, la raison et la tradition, enfin, c'était deux mondes différents. Donc, ils étaient condamnés à... Il y a beaucoup d'appels je fais une parenthèse, beaucoup d'appels d'auditeurs qui veulent savoir s'ils peuvent être gaulois. Alors, notamment, on a un auditeur habitué qui est le professeur Shakti. Notre ami, le professeur Shakti, demande s'il peut devenir gaulois. Écoutez, professeur, là, franchement, bien que vous ayez de la moustache et de la barbe, je crois que vraiment... je sais pas, est-ce qu'on peut considérer que les Indo-Pakistanais sont intégrables à la nation gauloise? Bah ça je sais pas, maintenant le Gaulois c'est un état d'esprit. Bon, donc Gaulois qui veut quoi. Et Gaulois qui veut, si on est bien dans ses baskets chez nous. Alors, dear Professor Shakti, I have a good news for you. You are Gaulois. En Europe, ceux qui sont pas Gaulois, c'est bien sûr les Germains, c'est-à-dire les Allemands du Nord, les Vikings, et puis chez nous, les Corses et les Basques, c'est un peu limite, quoi. Voilà. Et puis un auditeur, je lis les messages à mesure parce qu'on va avancer. Un auditeur nous dit: je m'élève en faux contre votre affirmation qu'il n'y avait aucun mouvement druidique à Paris, puisqu'il y avait Monsieur Paul Boucher, qui était le grand druide de France, et le successeur intronisé de Phileas le Besque. Phileas le Besque, remarquable personnage, un grand écrivain par ailleurs. Alors, ça ça a fait flotter sur vos lèvres un sourire presque méprisant. Bon, je vais pas m'étendre sur la mouvance druidique et néo-druidique. Disons rapidement, il y a trois lignées. Bon, ce monsieur a une lignée tout à fait honorable, et nous réclamons plutôt de John Toland, qui est la lignée ésotérique et païenne. Ben, je m'excuse, c'est comme ça. Bon. Alors si on m'avait dit que je recevais un païen en plein carême, on n'est pas sorti de l'auberge là. Alors maintenant nous en sommes au grand événement, si vous voulez. Bon, on va pas refaire l'histoire de la celtitude parce que ça serait trop long. Mais il y a cette guerre des Gaules qui nous a permis d'apprendre le latin, enfin d'avoir des zéros en latin. Et puis il y a le fameux siège d'Alésia. Alors le siège d'Alésia, c'est un vaste programme qui en général, on commence toujours à bavarder d'Alésia d'une façon extrêmement courtoise, ça finit généralement par des insultes, voire des coups de poing. La question étant de savoir où est Alésia. Bon, alors est-ce que vous avez une position, vous les druides païens? Alors, si vous permettez, je vais faire un panorama rapide de la guerre des Gaules. Hein. Bon, l'affrontement entre Rome et entre les Celtes et les Roms, si vous voulez, est assez ancienne, puisque déjà en moins 400, les Gaulois étaient partis surtout du Berry, c'était Brennos, et ils ont occupé tout le nord de l'Italie, toute la côte adriatique. Ils ont pillé Rome X fois. Et ils ont gagné la fameuse bataille de l'Alia, etc. Bon. Et ils ont malheureusement battu les Étrusques, qui étaient le principal ennemi de Rome, et ça a permis à Rome de se développer plus tard. Bon. Donc, la guerre des Gaules, à mon sens, elle a commencé véritablement à ce que j'appelle l'appel de Marseille, en moins 154. Donc vous voyez que quand on va jusqu'à Alésia, en moins 52, pratiquement la guerre des Gaules a duré 100 ans. Pour la première guerre de 100 ans. La première guerre de 100 ans. Après une guerre de 250 ans, c'est-à-dire qu'il a fallu 250 ans aux Romains pour vider les Gaulois de la péninsule italique, hein, tout de même. Alors cet appel de Marseille a commencé quand les Marseillais, les Massiliotes, étaient d'origine grecque, s'étaient installés à Marseille dans un petit port avec la cour des Saliens. Donc c'était des Sémites, parce qu'un auditeur nous dit les Grecs ne sont pas des Indo-Européens, ce sont des Sémites. Si vous parlez le grec, la lettre alpha fait partie de l'alphabet sémite. Donc, je regrette. Quand on est antisémite, on est contre les Grecs. Les Grecs sont des Indo-Européens. Bien. Ben voilà alors ça, donc le fameux lien qu'on cherchait depuis longtemps entre les Ariens et les Sémites, c'est les Grecs, quoi. On met tout le monde d'accord, non? Enfin, c'est un autre monde. Hein, moi, je suis slave. Donc vous êtes indo-européen. Oui. Donc l'appel de Marseille, c'est-à-dire que les Saliens, qui avaient comme capitale Entremont, au nord d'Aix-en-Provence, commençaient à en avoir un peu marre de cette ville qui s'étendait, déjà, avec des gens qui venaient de partout, déjà, et ils ont dit on va les foutre à la mer.
Déjà. C'est ça, merci. Alors, comme quoi, c'est totalement désespéré. Alors là, vraiment. Malheureusement, les Massiliotes avaient un accord de défense avec Rome. Donc, la guerre a commencé, le siège, et Rome est venu au secours de Marseille et a battu les Saliens. Bon, mais les Saliens avaient un accord. Ça, je l'ai vu dans Honoré de Marseille avec Fernandel. C'est très bien raconté. Alors, les Saliens avaient un accord de défense avec les Allobroges, c'est-à-dire les Savoyards. Et les Savoyards sont venus au secours donc des Saliens. Il y a eu une bataille et les Romains ont encore battu les Allobroges. Mais les Allobroges avaient un accord de défense avec les Arvernes, les Auvergnats. Et les Auvergnats, depuis 150 ans, les Romains n'arrivaient pas à bout. Ils avaient conquis... le roi à qui a échu cette confrontation était Bituite. Alors Bituite était le fils de Loerne. Alors il faut savoir que Loerne se baladait, alors ça c'était écrit dans Strabon, dans un char en argent massif et qui jetait des monnaies d'or dans le chemin pour faire plaisir à la foule. Voilà une idée pour Jospin et Fabius. Voilà ce qu'il faut faire pour être élu. Voilà comment étaient les Auvergnats dans le temps. Alors, forcément, à force de balancer l'argent par les fenêtres, le résultat, on le connaît. J'en dirai pas plus parce que je veux pas non plus avoir des problèmes avec les associations de protection de l'Auvergnat, la SPA. Alors son fils Bituite est arrivé devant les légions romaines avec une armée de 150 soldats, ce qui était considérable pour l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, les villes avaient même pas 1000 mercenaires ou 1000 soldats de métier. Et l'armée romaine a pris peur et a dit il faut négocier. Donc ils ont amené les Gaulois à venir négocier. Et en fait, ils ont attiré le roi Bituite dans un piège, ils l'ont assassiné. Alors cette armée considérable, c'est défaite. Il y a eu 120 000 morts d'après les écrits latins, etc. Et c'est ce qui a fait la conquête de la Provincia pour les vaincus. Voilà. Et donc, alors, la suite de ça... Alors, la suite de ça, c'est qu'il y a eu donc un affrontement direct entre les Romains et les Auvergnats. Alors, il faut savoir que les Latins se sont aperçus qu'ils ne pourraient pas conquérir les Gaulois ou battre les peuples gaulois tant qu'ils n'aboliraient pas les monarchies. Et ce qui faisait la force de ces peuples, c'est de savoir que c'était une fédération de peuples avec des rois à la tête. Et donc les Romains ont commencé à faire miroiter leur modèle qui était un Sénat, une démocratie, etc. Donc ils ont soudoyé... Des cochonneries qui commencent. Des cochonneries qui commencent. Ils ont commencé à soudoyer les élites pour faire des Sénats, pour que les barons commencent à prendre la place du roi, enfin, etc. Donc avec l'argent, c'est beaucoup plus facile d'acheter, je dirais, des notables, les Romains le savaient, que d'acheter un roi qui est en prise directe avec son peuple. Et ils ont commencé donc à faire des Sénats qui ont balancé par terre les rois des Celtes. Donc ça affaiblit la mouvance celtique. Et ça a pris 100 ans à peu près, mais ils y sont à peu près arrivés. Alors en Auvergne, il y avait un des rois qui avait été destitué par son Sénat, par son parlement local, qui était Celtios. Celtios a été assassiné sur la place de Gergovie devant les yeux de son fils qui s'appelait Vercingétorix. Alors Vercingétorix, il avait 18 ans, peut-être 15 ans, il a gardé la leçon, il a dit pour que mon peuple soit fort, il faut un roi, et deuxièmement, pour qu'on soit fort et qu'on boucle le romain, il faut fédérer tous les peuples de la Gaule. Voilà, il a reçu la leçon et c'est ce qu'il a essayé de faire après. Donc ça nous conduit à Alésia. Alors, voilà. Alésia, on connaît l'histoire, si on a fait un peu de latin. Alors ça conduit à Alésia. Alors il y a la géostratégie, si vous voulez, de la Gaule était la suivante, c'est qu'il y avait un peuple qui était les Éduins, qui est en Bourgogne, qui était assez commerçant, et au passage de toutes les routes de l'étain et la route du vin, etc. Et ils commerçaient beaucoup avec les Marseille et avec les Latins. Et déjà à l'époque, les Éduins avaient frappé une monnaie d'or qui avait exactement le même poids que la drachme de Marseille et que la monnaie de Rome. Vous voyez qu'à l'époque, on n'était pas si bête, ils avaient déjà créé la monnaie commune européenne. Mais une monnaie commune, c'est pas l'utopie de monnaie unique. Alors, ce peuple était donc a été décrété ami de Rome, etc. Et c'était véritablement de la graine de Collabo, je dirais. Et il y avait une jalousie avec les Arvernes, etc. Donc,
Rome soutenait les Édouins, et les Édouins étaient véritablement le ventre mou de la Gaule, et Jules César... Quelle région, juste pour faire plaisir? Les Édouins, c'est... les Édouins, la capitale était Bibrac, qui est pas loin de... Ah, c'est là que Mitterrand voulait se faire enterrer. Voilà, Mitterrand, c'est un Édouin. Au cœur de la Bourgogne. Alors il y a une légende qui dit, on verra la suite, que les Édouins ont trahi les Romains, ils ont trahi Vercingétorix, et se sont trahis eux-mêmes. Voilà, Mitterrand était un Édouin. C'est parfaitement réussi. Ça reste, ça marque quand même. Ça marque. Donc, alors, allons. Voilà. Les Édouins ont eu un certain nombre de problèmes. Ils ont été battus. Je pense qu'il va y avoir 2 ou 3 Édouins qui vont nous téléphoner en disant je supprime immédiatement mon abonnement. Ils ont été battus par les Séquanes qui se sont alliés avec les Germains déjà. Et puis les Germains commençaient à remuer, et notamment ils embêtaient beaucoup les Suisses, les Helvètes, et le départ de la guerre des Gaules, ça a été que les Suisses ont dit on va quitter nos montagnes, on veut aller au bord de la mer. Ils avaient pris un accord avec Saintes pour aller au bord de... Déjà, avec les Santons. On va aller au bord de la mer. Voilà. Et ça ne plaisait pas aux Édouins, qui ont demandé à Rome donc d'arrêter les Helvètes. Et ce que les Helvètes ont réussi à faire. Donc il y a eu un départ de 350 000 Helvètes, je crois. Puis ils étaient avec leurs chariots, leurs femmes, leurs bestiaux et tout. Donc ils sont passés par le col de la Faucille, ils ont tourné les défenses romaines, mais ils ont été quand même rattrapés parce qu'ils allaient moins vite que la cavalerie. Des Suisses, forcément. Et ça a fait, il paraît qu'il y a eu 100 000 morts, il y en a même pas 80 000 qui sont retournés en Suisse, sur 380 000. Voilà, un vrai massacre. Alors, les Romains en ont profité pour rester chez les Édouins. Et puis là, Jules César donc a commencé à faire un certain nombre de campagnes. Donc, les Helvètes, c'est en moins 58. Alors en 57, il y a eu une campagne vers la Belgique. Donc ils sont allés du côté de Liège. Ensuite, en 56, ils sont allés repousser les Bretons. C'est là qu'il y a eu la fameuse bataille contre les Vénètes. Alors les Vénètes, qu'est-ce qu'ils venaient chercher, Jules César? Il venait chercher la richesse des Vénètes, parce que les Vénètes étaient très 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 riches, puisqu'ils étaient au carrefour du commerce du sel et de l'État. Et donc Jules César cherchait de l'argent pour financer ses dettes, les dettes qu'il avait pour sa campagne électorale à Rome, et pour financer la guerre des Gaules qui va suivre. Alors en 55, il fait une incursion en Germanie, assez victorieuse, enfin il a eu quelques problèmes. En 54, il essaye de débarquer en Angleterre, bon il y a eu une tempête, il n'a pas réussi, Dumouriez, l'Édouin, a réussi à le battre, bon. En 53, il y a eu des révoltes au nord, donc en Biorix, qui écrase les Romains. Il y a la révolte d'Acco chez les Sénons, Acco, qui est un grand chef gaulois, sera supplicié. Alors, le supplice d'Acco et le supplice d'Ambiorix, ça a été 2 fautes politiques, si vous voulez, qui ont été le ferment de l'union des Gaulois contre les Romains, là, et les Gaulois, l'ensemble des Gaulois commençaient à y voir clair, si vous voulez. Alors, ça a été le soulèvement en 53, qui a été décrété chez les Carnutes, c'est moins 53. Le Carnutes, c'est Chartres, près d'Orléans. Alors la véritable guerre, donc la campagne, c'était en moins 52. Alors Jules César est arrivé d'Italie avec 10 légions, et il a tout de suite commencé par couper son armée en 2. Il a envoyé 4 légions à Paris, et avec Labienus en tête, qui était son adjoint, et il a attaqué donc la petite tribu des Parisis. Alors pourquoi Paris n'avait aucun intérêt stratégique? C'est parce qu'à Paris, il y avait le temple de Lugh à Montmartre, qui était le premier dieu des Gaulois. Donc ce que faisaient toujours les Germains, c'est qu'ils attaquaient les temples pour démoraliser l'adversaire. Voilà. Alors pendant ce temps, Jules César a fait attaquer la ville d'Orléans, donc pour punir les Carnutes. Ensuite, il y a eu le siège de Bourges qui a duré tout l'hiver. Alors, Bourges était une ville considérable avec d'énormes fortifications. Jules César les décrit, c'était les Murus Gallicus, qui étaient très hauts, en pierre et en bois. Donc, impossible d'abattre avec le bélier, impossible à incendier, etc. Et les Romains ont réussi, malgré les marais, le froid, l'hiver et tout,
à investir cette ville en créant d'énormes machines qui étaient aussi hautes que les fortifications, donc des fortifications roulantes qui faisaient 100 mètres de large et qu'ils ont avancé jusqu'aux murailles pour pouvoir sauter les murailles. Voilà, alors ça a été un massacre considérable. Ensuite, donc ça c'est une victoire de Jules César. Ensuite, Jules César a descendu l'Allier et il voulait attaquer Gergovie, donc qui était la capitale de Vercingétorix. Alors là, Gergovie, ça a été une défaite pour Jules César, puisqu'il n'a pas réussi à prendre la place. Et puis Vercingétorix le suivait avec des armées de plus en plus importantes. Et il n'a pas voulu tomber dans le piège qu'on appelle le marteau et l'enclume. Enfin, Dien Phu, c'est un exemple. C'est-à-dire d'être pris entre les assiégés et les gens qui viennent libérer de l'extérieur. Bon, donc, grand chef, enfin Vercingétorix était un grand chef, mais l'autre avait déjoué le piège. Donc il a levé le camp, et à ce moment-là, il est remonté vers le nord, et il a attendu Labienus qui descendait de Paris. Donc ça s'est passé là, vers le mois de juillet. Il a reposé ses troupes au nord d'Auxerre à peu près, et donc les deux armées confondues, donc à peu près 10 000 légionnaires, ont refait leurs forces. C'était l'époque des moissons, ils ont refait leurs provisions. Il faut savoir qu'il faut à peu près 1 kilo de nourriture par jour et par légionnaire, donc le calcul est vite fait. Quand on a 20 ou 30 000 hommes, c'est des tonnes et des tonnes, ça fait près de 100 tonnes par mois, 1000 tonnes par mois. 1000 tonnes par mois, oui. Voilà. Donc il faut les ramasser, hein, les graines. Et ensuite, Jules César a décrété qu'il allait secourir la Provence, parce que la Provence était attaquée par les Arvernes. En fait, de secourir la Provence, enfin, c'est ce qu'il a écrit. Mais vous ne pouvez pas écrire qu'il battait la retraite, parce qu'il avait peur d'un soulèvement général de la Gaule, et c'était ce qui était en train de se produire. Et à cette époque-là, les seuls alliés étaient les peuples de la région de Langres. Les seuls qui soutenaient à cette époque-là les Romains, c'était les Lingons, Langres. Donc le projet de Jules César, à ce moment-là, ça a été de partir plus ou moins vers l'est, pour entrer en Italie. Alors pour entrer en Italie, il y a plusieurs chemins. Alors il y a un chemin qui est de passer par Lausanne, il y a un autre chemin qui est d'arriver à Genève, et il y a un troisième chemin qui est d'arriver à Lyon, par Lyon. Bon, en fait, de toute façon, ces trois chemins font qu'il fallait qu'ils remontent l'Avrol et qu'ils suivent dans la direction d'Alésia. Bon. Alors, la bataille d'Alésia officielle, tout le monde la connaît. Le site d'Alésia officiel, c'est à Lys-Saint-Traine, dans la Côte d'Or. Bon, très rapidement, ce site prend l'eau. Maintenant, aucun historien sérieux, je crois, peut le soutenir, sauf officiellement. Pourquoi? Parce que le site est trop petit, parce que il y a les 24 castrums décrits par César, où il n'y a pas la place, on les a pas trouvés. Le site, l'oppidum d'Alésia d'Alys-Saint-Traine fait 95 hectares, donc c'est impossible de loger tout le monde. Et puis surtout, l'éperon à Mussy, la fosse, là où soi-disant l'armée de secours, qui a fait plus de 250 000 ou 300 000 hommes, c'est impossible de loger tous ces soldats là. Bon, alors je passe rapidement. Alors il y a la version du Jura, la Chaude-Crotenay, que vous connaissez bien ici à Radio Courtoisie. Alors j'ai été un colloque de l'abbé Vartel, j'ai été sur place, j'ai lu l'énorme bouquin qu'a écrit l'abbé Vartel. Alors j'ai été très convaincu. Disons que rapidement, au point de vue tactique, je suis convaincu. C'est un site mégalithique, c'est une grande forteresse. Il y a eu quand on a fait des fouilles, on a trouvé des traces de bataille. Il y a la plaine pour faire la bataille de cavalerie. Bon, il y a tout ça. Mais, première chose, à mon point de vue, c'est trop loin. C'est-à-dire que entre le camp de César l'été et la Chaude-Crotenay, il y a 300 kilomètres. Pour faire ces 300 kilomètres, même en allant très vite, les légions qui s'étalent sur 100 kilomètres doivent faire des étapes et des tours. On ne peut pas dépasser les 10 kilomètres par jour, déplacer une armée comme ça. Bon, ensuite, il aurait fallu traverser la Seine. À marche forcée, quand même, ils faisaient plus que ça. Hein. Les légions romaines à marche forcée, c'était 30, marche forcée, oui, mais vous pouvez 40 kilomètres. Oui, mais il faut savoir qu'il y avait, je crois, 14 000 ou 20 000 ânes
chargé de tous les trésors d'or et d'argent pillés en Gaule, plus les tonnes et les tonnes de blé, plus les objets de l'artillerie, plus les chariots, plus la cavalerie, plus etc. Plus les auxiliaires, c'est phénoménal. Oui. Bon, c'est pas possible. Alors, tout ça harcelé dans des endroits où il y avait des forêts, où il y avait des marais, où il y avait des... Donc, il fallait déplacer une partie de l'armée, assurer toutes les défenses, ensuite en déplacer un petit bout, déplacer l'arrière-garde, et puis repartir, etc. Il faut marcher comme ça. Donc 10 km, c'est énorme. Bon, donc ça veut dire beaucoup de temps. Et d'autre part, il aurait fallu d'abord qu'il traverse la Saône. Or, c'est un fleuve considérable, et Jules César n'en parle pas dans ses écrits. Bon, il fallait aussi traverser tous les marais qui sont au nord de Dole, et à l'est de Dijon, et ça, c'était impossible. Bon, mais la principale raison, pour moi, elle est tactique, stratégique, c'est que il était impensable que Jules César pense passer par la Suisse, chez les Helvètes, parce qu'il se serait massacré étant donné l'état de faiblesse où il était. Alors, Bernard Jacquelin, il est pratiquement 19h30 et je m'aperçois que, d'après les messages qu'on reçoit, votre intervention passionne. Je vous cacherai pas qu'au début, moi, je vous recevais d'une façon un peu amusée parce que cercle gaulois, je me suis dit bon, c'est sympathique, mais ça va pas très loin. Et puis en fait, le résultat, c'est que les auditeurs sont passionnés. Alors, je vais vous faire une proposition. Oui. Vous allez revenir pour nous parler de votre Alésia à vous. Ah, d'accord. Qui est, on peut le dire tout de suite, votre proposition. Alors, moi, Alésia, c'est à Guillon. C'est à Guillon, dans l'Yonne. Dans l'Yonne, qui est à 15 km à l'est d'Avallon et à 30 km à l'ouest de la liste Sainte-Reine officielle. Alors, ce que je vous propose, c'est de revenir dans une émission prochaine pour nous expliquer ça, pour nous dire quelles sont les raisons que vous avez de soutenir ce site. Freud lui-même était quand même assez antisémite parce que ce qu'il a fait à Moïse, c'est quand même assez incroyable dans Moïse et le monothéisme, d'expliquer qu'en fait Moïse n'était en rien un juif, un hébreu, qu'il était un égyptien et qu'il a inventé sa religion de toutes pièces. Et là aussi, bon, c'est tellement grotesque quand on en a les bras qui tombent, cette espèce les bras qui tombent. Ouais. Ce révisionnisme, pour utiliser un terme à la mode freudien, sur l'origine de la religion de son propre peuple, qu'on peut qu'être étonné quand même. Mais alors là, encore une fois, parenté avec Marx, qui a proféré qui a tenu des propos d'hallucinés, littéralement. Le contexte freudien, fin 19e siècle, Vienne, c'est le contexte aussi d'Hitler, hein. Il faut aussi le remettre à sa place, même si Hitler est d'une génération plus jeune que Freud. Et c'est le contexte décrit par tous les grands écrivains de l'époque, Kafka, Musil dans L'homme sans qualité, Hermann Broch dans Les somnambules. Et c'est un contexte qui pue. Et où d'ailleurs, à Vienne, on fête aussi constamment des festivités bidons, comme aujourd'hui on ne cesse de le faire, des techno-raves, etc. Et ils essayent de faire des fêtes pour calmer la tristesse des murs locaux. Et c'est vrai que Vienne apparaît comme un centre mineur de la contre-initiation, comme Prague pour les raisons que l'on connaît. Mais alors, savoir s'il y a une réelle volonté derrière Freud pour amener cette technique, parce que c'est plutôt une technique de manipulation, c'est un autre problème, hein, ça on peut pas le savoir. Ce qui est amusant, on en parlait tout à l'heure avec François en venant à l'émission, c'est ce qui se passe actuellement. Il y a l'expo organisée par la mairie de Paris sur les démons de Haïti, parce que les gens croient qu'on délire quand on parle de ces choses-là là, sur Radio Courtoisie, mais c'est eux qui délirent tellement ils sont aveugles pour ne pas voir. Il y a les Pokémon, alors c'est François qui m'a alerté sur ce problème des Pokémon. C'est de la folie ça. Oui, mais ça veut dire Pocket Démon. Donc il y a un site que j'invite les gens, Démons de poche, et on invite les gosses à adorer ça. En venant ici, on est tombé sur une image, là aussi il y a un site internet qui correspond, c'est la technologie va-t-elle répondre à tous nos fantasmes? Donc là on est en plein délire luciférien. Actuellement c'est amusant, je suis en train de lire un livre sur Turing, l'inventeur de la machine artificielle et de l'informatique moderne, qui s'est suicidé en avalant une pomme trempée dans du cyanure et en chantant la chanson de la sorcière dans Blanche-Neige. Pour les lecteurs du Libre Journal, s'il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, oui. Je m'en félicite d'ailleurs pas assez, mais enfin c'est déjà bien. Eh bien, on l'a raconté, et c'est en gros les raisons des guerres surprenantes qui nous arrivent, qu'on ne comprend pas, qu'on cherche à nous dissimuler. En fait, on nous raconte beaucoup d'histoires. Ces jours-ci, Newsweek revient sur le bilan de la guerre du Kosovo en nous disant que pendant des mois on nous a raconté des bêtises. Alors peut-être on va pouvoir maintenant dire
puisque les Américains l'ont dit, que c'était du mensonge. Enfin, alors moi, ce que je trouve quand même extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'une fois de plus, on va se faire avoir. C'est-à-dire que pendant toute la guerre du Kosovo, on nous a menti. Officiellement, les officiels chargés de l'information, c'est-à-dire depuis le premier jour, c'est-à-dire Monsieur Jemichi, nous a menti, mais c'est son travail. Il était porte-parole de la coalition, donc il mentait par le hanneton de l'Élysée nous a menti. Le hanneton de l'Élysée nous a menti, des ministres nous ont menti, des journaux nous ont menti. Regardez ce qu'a fait Alain Richard. Il y a un bouquin qui vient de sortir et dont je recevrai, j'espère, l'auteur prochainement, qui s'appelle Bombes et Bobards, qui est paru aux éditions de l'Âge d'Homme, où l'auteur recense les coquilles. Les coquilles, là, c'est pire que des coquilles, là, c'est carrément des mensonges grossiers, des imbécilités. Vous vous rappelez qu'à cette émission ici, et puis dans votre journal, vous en rappelez forcément, puisque je vous en reparle assez souvent, qu'on était les seuls à avoir dit, on avait cru que c'était un risque, c'était pas du tout un risque, que les avions volant à 5000 mètres, il n'y avait pas de danger. Alors qu'on nous racontait que l'OTAN tablait sur 12 avions perdus dès les premiers jours, et donc il fallait qu'on suive nos petits piou-piou. Et moi, ce que j'avais dit, c'est que c'était certainement une guerre de lâches, que ça équivalait à peu près à la fille nue courant au Vietnam sous les bombes du napalm, que c'était en fin de compte des sauvages, une guerre de fils à papa contre des pauvres qui ne peuvent pas se défendre. La réalité, c'est ça. Et maintenant, c'est reconnu. Mais ce qui m'étonne, c'est que on va une fois de plus, l'opinion publique va avaler ça, va avaler. Vous avez un service après-vente. Vous avez un service après-vente qui passe là, les Bernard-Henri, les Julliard et tout ça sont mobilisés. Le monde est mobilisé. Mais ce qui est extraordinairement vicieux, si vous voulez, c'est qu'est-ce qui se passe avec ce système? Pendant qu'il y a la guerre, on vous dit qu'il n'y a pas de guerre. On nous dit d'abord c'est pas une guerre, puis en plus il se passe rien, puis etc. Et puis les autres sont des purs nazis. Il faut donc les écraser comme des blattes. Et d'ailleurs, on réussit très bien à les écraser. On en a tué 50 000, on a bombardé, on a détruit 500 tanks, on a fait ci, on a fait là et tout avec des frappes chirurgicales. Bon. Ensuite, quand c'est fini, on laisse le mensonge apparaître. Il devient évident qu'on a raconté des cracks. Et quand le mensonge commence à apparaître, on dit attendez, maintenant on va vous dire la vérité. C'est-à-dire que effectivement, c'est pas exactement ça. C'est ce que fait Newsweek. Il fallait le faire. Mais il fallait le faire. Mais c'est vrai qu'on on n'avait pas le choix. De toute manière, l'idée à chaque étape, c'est de dire on n'a pas le choix. Voilà. Alors qu'à chaque étape, on a le choix. Et la récupération ultime de tout ça, c'est que la prochaine fois, le jour où ils vont bombarder, je sais pas quoi, ça sera la même chose. Ils nous diront la même chose, et les gens, les bons gogos diront oh ben ce coup-ci ils vont pas mentir puisque ils vont pas recommencer. Si vous vous rappelez, il y avait même une étape intéressante à mi-guerre, qui n'était pas une guerre, c'était de dire que cette fois-ci on nous avait raconté beaucoup moins de saleté que pendant la guerre d'Irak. Voilà, c'est ça. La guerre d'Irak, c'est quand même 1,5 million de morts. Madeleine Albright avait dit lors d'une interview que ça valait le coup de faire 1 million et quelques de morts pour l'ordre américain. Elle l'a dit, hein, c'est reconnu. Ouais. Ah oui, absolument, elle a dit. On lui a posé la question, est-ce que vous trouvez acceptable de tuer, est-ce que vous pensez que ça valait le coup de tuer 500 000 enfants irakiens pour ça? Et elle a dit oui. Voilà. L'ordre américain, c'est ça, et ceux qui suivent derrière, c'est ça. Moi, je pense exactement que... Enfin, je ne veux pas dire ce que je pense, parce que ça finirait pas être désagréable. Alors, maintenant, la Bulgarie. Alors, la Bulgarie, pourquoi la Bulgarie? Oui, mais justement parce que c'est parfaitement lié. Il n'y a pas de guerre en Bulgarie. Il n'y a pas de guerre, mais s'il y a une guerre économique, elle existe. Et d'ailleurs, on va en parler pendant très longtemps dans le Libre Journal, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Comme tous les pays de l'Est, on a fait croire aux peuples qui étaient de l'autre côté du rideau de fer qu'ils allaient avoir leur situation qui s'améliorerait grandement à partir du moment où la liberté triompherait. En réalité, ils n'arrêtent pas de s'appauvrir. Et en réalité, tout le monde sait que l'argent qui était dans les banques dans les pays de l'Est s'est évadé vers l'Ouest dès les premiers jours, que les patrons du communisme qui étaient en place sont toujours en place, simplement maintenant sous l'étiquette libérale, et les peuples des pays de l'Est sont plus captifs aujourd'hui qu'ils l'étaient du temps du communisme, parce qu'ils sont limités financièrement, et parce qu'on leur vole ce qu'ils ont, ce qui leur reste, pas grand-chose, mais quand même il y a une chose que j'ai déjà dite à ce micro qui est importante, par exemple pour ce qui est de la Bulgarie, mais les proportions sont à peu près les mêmes en Yougoslavie, et sans doute à peu près les mêmes aussi dans les autres pays de l'Est, mais je n'ai pas vérifié. 93% des personnes en Bulgarie étaient propriétaires de leur appartement, ou sont propriétaires de leur appartement. Ce qui est totalement inenvisageable dans les pays de l'Ouest. On n'est pas du tout dans ces proportions. Ça veut dire que
on peut leur prendre quelque chose. Ouais. On peut leur prendre quelque chose, on peut aussi leur prendre leur capacité de travail. Mais ce qu'on leur prend surtout, et c'est ce qui est très sensible dans le premier reportage le premier article que vous avez publié à la suite de ce reportage en Bulgarie, ce qu'on leur prend, c'est vraiment leur âme, leur cœur, leur civilisation, leur culture. Si vous voulez, vous citez des exemples qui sont troublants. Hein. Oui, mais on peut faire une petite pause musicale. Alors on a écouté pour commencer les chants du Rhodope, un chant du Rhodope populaire, qui est un chant de paysans. Donne une idée de rappeler ce qu'est la culture orthodoxe bulgare, un tout petit peu différente de la culture orthodoxe russe, un tout petit peu différente de la culture orthodoxe grecque. C'est quand même un ensemble. Il y a un ensemble. C'est rien, c'est votre chien. C'est Titan qui est en train de tousser. Il doit pas aimer la musique bulgare, je sais pas. Si, au contraire, je crois qu'il apprécie comme toutes les personnes ici. Donc, alors, ce que vous avez constaté là-bas, c'est que l'offensive porte. Cette offensive apparemment stratégique, puisqu'il s'agit d'ajouter un module à la route de la soie pour la faire aller de l'Europe. Oui, en gros, s'il s'agit d'expliquer vraiment les choses, c'est ça. Les Américains ont vu les richesses qui se trouvent du côté de la Caspienne, énergétiques. Elles étaient dans l'orbite russe, il s'agit de les faire passer dans l'orbite occidentale. Il y a beaucoup de gens maintenant qui font attention à ce genre de choses, beaucoup plus à gauche qu'à droite. Je suis très surpris quand même que ce qui restait d'anciens communistes ne soit pas plus sensible à ce qui se passe là-bas. Et quand je dis ça, c'est que je crois comprendre qu'une bonne partie des communistes sont en cogestion, si on peut dire, avec les grands trusts américains. Oui, mais simplement, les mafias ont changé de clientèle, quoi, c'est tout. Oui, ça, clair. Mais les peuples sont maintenant définitivement plus opprimés, et ça c'est certain. Ce qui m'avait frappé, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce que vous rapportez de Bulgarie, c'est justement cette espèce de, c'est qu'on voit très bien se développer une stratégie. Il y a une stratégie de routes, de grands axes de communication. Et pourtant on ne les voit pas quand on est sur place. On ne les voit pas les routes. C'est ça ce qui est très curieux. Il y a une stratégie d'asservissement commercial, d'asservissement économique. Alors vous avez là-bas, il faut savoir que le salaire moyen, il est de à peu près 600 francs, 600-700 francs moyen. Ça veut dire qu'il y a un salaire minimum qui lui est à peu près de 300-400 francs par mois. On ne fait pas plus de choses avec 300-400 francs par mois là-bas qu'ici. C'est-à-dire qu'on ne vit pas. Dans les vitrines, vous voyez les mêmes produits que les produits occidentaux, les Johnson, les Kit Kat, enfin tous nos produits sont là présents dans les vitrines étincelantes. Vous citiez une chose qui est très amusante, qui montre à quel point on est dans l'incohérence totale, c'est que à Sofia, il y a des milliers de chiens sans maître parce que les maîtres n'ont plus les moyens de les nourrir, ils les ont donc libérés en quelque sorte. Oui, des chiens très doux, parfaitement agréables. Voilà, chiens domestiqués qui mangent pas comme le vôtre, qui mangent dans les poubelles, et donc les gens n'ont pas les moyens. Les Bulgares, je suis pas sûr qu'ils mangent dans les poubelles parce que je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose dans les poubelles. Moi, j'ai vu des personnes fouiller dans les poubelles. En tout cas, les Soviétiques n'ont pas les moyens de les nourrir. Oui. Donc, ils ne les gardent pas. Non. Et malgré tout, dans les supermarchés, on trouve des présentoirs pleins de nourriture pour chiens. Oui. Et on a vraiment l'impression, à vous lire, que une espèce de démon dément a plaqué les images de la civilisation européenne, de la civilisation de la consommation, de la société de consommation. Pour qu'ils n'y puissent pas y avoir accès. Voilà. Pour leur montrer, voyez ce que vous pourriez avoir, on vous le présente, vous ne pouvez pas l'acheter. Et les produits de tradition bulgares, par exemple, je sais que vous allez parler de tomates dans quelques minutes, les tomates étaient quelque chose d'extrêmement réputé dans toute l'Europe, j'en venais de Bulgarie. Maintenant, les tomates que l'on mange en Bulgarie viennent de Turquie. Ouais. Ça tient à une espèce de grand mécano qui essaye de faire l'Amérique, enfin l'Occident de manière générale, pour ne plus avoir des pays qui pourraient vivre en autarcie, mais qui vont vivre dans l'interdépendance, puisque c'est la grande idée. Là aussi, je vais essayer de tout lier, tout ce que vous aviez. Quand vous aviez Chabanis tout à l'heure qui parlait de l'indépendance du peuple français, et il leur arrive exactement la même chose. Hein. Ils ne sont plus libres. On se sert des minorités dans tous les pays d'Europe comme instrument. Et il faut regarder un petit peu en amont. Il faut regarder ce qui se fabrique tous les jours en Europe, c'est-à-dire à la Commission européenne. Tous les décrets, toutes les lois qui paraissent
et comment on instrumentalise les minorités. C'est ça, l'intérêt pourquoi, parce qu'on peut se poser la question, pourquoi faire un reportage en Bulgarie? Non, c'est un cas pratique extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que la Bulgarie? Pour nous, la Bulgarie, c'est un pays qui fait 500 000 km², qui doit avoir 8 millions d'habitants. Donc, 8, il n'en reste que 7, parce qu'il y a 1 million qui est déjà parti à l'étranger, parce qu'il faut manger. C'est pas d'une importance considérable, mais c'est capital pour nous. Géographiquement, oui, et puis pour nous, parce que ça permet de voir en accéléré ce qui se passe un peu partout en Europe, de manière générale. Il y a une image que vous m'avez donnée en entrant, qui est dans votre papier, que moi j'ai trouvé extraordinairement révélatrice et évocatrice. C'est le fait que les bancs de Sofia, sont marqués d'une marque Danone. La marque, autrement dit, pays du yaourt. Enfin le pays, la production dans l'imaginaire collectif, la Bulgarie, c'est le yaourt. Eh bien maintenant, en Bulgarie, pays. C'est énorme, c'est aussi gros que le panneau que vous avez derrière vous que les auditeurs ne peuvent pas voir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ne pas le voir. Danone écrit en caractère latin. Ouais. En plus. Ah oui, parce que le Cyrillique est petit à petit poussé parce qu'il gêne pour le commerce, puisqu'il s'agit de rendre tout facilement agençable, les choses les unes par rapport aux autres. Alors vous avez entendu les voix bulgares tout à l'heure, le yaourt bulgare, les deux choses. Les voix bulgares sont parties, elles, parce que formées en Bulgarie, elles ne trouvent pas de débouchés. Elles ne trouvent pas de débouchés parce que ce qui se vend en Bulgarie, c'est uniquement de la musique américaine. De même que les films qui se vendent, ce sont uniquement les films américains. Même plus les films russes. Non. Il n'y a plus que des films américains qui vendent dans les vidéos. Ils ont droit un soir par semaine, le lundi, à un film bulgare, avec des gens qui viennent dans la tradition d'autrefois faire une autocritique du pays, c'est-à-dire, ils se repentent, eux aussi, de ce qu'ils ont vécu pendant quelques années dans le communisme, une cinquantaine ou une soixantaine d'années dans le communisme. Et alors vous expliquez aussi ça veut dire que ce sont les mêmes personnes qui sont en place, qui emploient les mêmes méthodes, mais avec des choses qui nous conviennent à nous, le flavor, le parfum, de petites choses en plus, qui nous permettent de trouver tout ça sympathique. Mais les gens ont tout aussi peur qu'auparavant, ils sont chassés. Oui, alors le régime de terreur communiste est devenu un régime de terreur libéral en quelque sorte. Apparemment libéral, c'est le même système. Simplement avant, il fallait pas dire du mal de Staline, maintenant il faut pas dire du mal de oui, parce que vous avez quand même 20% des gens qui sont au chômage. Vous avez 20% des gens qui sont au chômage, vous avez des nouveaux arrivants essentiellement turcs. Régulièrement. Il y a une minorité rome qui est très importante, qui pose aussi beaucoup de problèmes parce que ça ne se gère pas comme une population normale. Et parce que d'ailleurs que les Américains ont suscité la création d'un parti turc. Le mouvement Droit et Liberté, présidé par Ahmed Dogan, qui joue apparemment dans l'équipe libérale, mais qui peut jouer éventuellement avec le Parti socialiste bulgare, l'ancien parti communiste bulgare. Et c'est extrêmement important de connaître un peu l'histoire bulgare, de savoir quels sont ces 500 ans d'occupation turque, le joug turc, puisqu'il y a le livre le plus important de la littérature du 19e, c'est Sous le joug d'Ivan Vazov, qui raconte 500 ans d'oppression. Donc il y a mille et une choses à dire qui sont essentielles d'un point de vue de civilisation, qui sont essentielles pour comprendre ce qui nous arrive, pour comprendre comment on manipule les minorités, pour comprendre aussi qui confisque des richesses, au profit de qui. Parce qu'on peut confisquer des richesses au profit de quelqu'un d'autre. Par exemple, Balkaner a été prise par une société israélienne qui s'appelle Zevi. C'est-à-dire tous les avions, comme ceux d'Air France, ont été vendus avec les ingénieurs, 177 pilotes et ingénieurs, avec la tour de contrôle de Sofia pour faire bonne mesure, avec d'autres choses en plus. Pour $150,000. Oui, $150,000, c'est vraiment pas très cher. C'est pas très cher. C'est pas très cher. Une société d'aviation quand même. Même ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne, tout ça. Ça ne nous gêne pas, nous, parce qu'on a une sorte de petite revanche à satisfaire. Et puis parce que c'est tellement beau de voir nos marques là-bas florissantes. Mais quand même, je trouve ça très déplaisant. Je trouve que ce ne sont pas des bannières. Moi, ça me fâche. Alors, si vous voulez savoir en gros ce qui se passe en France, vu à travers une loupe. C'est pas exactement ça, parce qu'il faut regarder chaque chose à sa place, si on peut dire, mais il y a vraiment un cousinage. Voilà, c'est ça. Il y a une menace, mais alors bien plus terrifiante pour eux, bien plus terrifiante. Ça va en accélérer. Le problème qu'ils vont avoir dans pas longtemps, c'est savoir si, par exemple, maintenant l'équipe libérale est en train de rater complètement. La corruption est partout, on le sait depuis le début, depuis 10 ans. Quand c'était les communistes, c'était la corruption. Quand ce sont les libéraux, c'est la corruption. Mais elle est beaucoup plus forte que chez nous, et c'est beaucoup plus gênant dans un pays où les gens ne mangent pas. Chez nous, on s'habitue à ce genre de choses, mais là-bas, c'est beaucoup plus difficile quand vous ne savez pas comment vous allez tenir, que vous ne tenez que grâce aux produits de la campagne, parce que vous êtes de la famille, comme chez nous pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, je veux dire.
La question qui se pose pour les Bulgares, c'est simplement des questions de survie. Ce qui les guette, c'est l'éclatement de leur pays. Parce que il est très important pour les Américains d'avoir une sud de l'Europe totalement éclatée, de manière à ce que leur allié turc puisse tenir le reste de l'Asie centrale, et que les oléoducs, les routes et tout le reste puissent fonctionner. Je vous parlerai une fois prochaine, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas trop de temps, du libre journal bulgare qui s'appelle L'Aube Nouvelle. Alors, je voulais conclure là-dessus. D'ailleurs, vous avez été reçu là-bas par Novazora, qui s'appelle L'Aube Nouvelle. Enfin, somptueusement, alors, mais aussi somptueusement qu'ils le peuvent, c'est-à-dire... Oui, somptueusement. Somptueuse, oui. Ce petit journal évoque par certains côtés... Il y a des difficultés terribles. Il y a des difficultés terribles. Ce sont des chevaliers. Ce sont des gens qui pensent que c'est un honneur d'être... à se battre dans ces difficultés pour quelque chose qui compte, c'est-à-dire que ce qui reste de leur pays, pour le maintenir face à des ouragans, des tornades, face à la corruption, face aux grandes sociétés. Il faut penser qu'un monsieur comme Soros, qui met sa marque dans tous les domaines de la société, qui achète aussi bien les costumes folkloriques locaux, qui achète la musique locale, qui achète... l'argent de toute manière, c'est-à-dire qu'il confisque les banques, eh bien, il a entre ses mains 2-3 fois plus que le PNB, le PNB de tout le pays. Donc il fait exactement ce qu'il veut. Et alors les gens de Novazora, vous avez des gens extraordinaires qui tiennent 101 francs, qui ne savent pas d'une semaine sur l'autre comment ils vont payer le journal. Le journal était tiré à 80 000 exemplaires au début. Il est maintenant à 30 et quelques mille, ce qui est encore beaucoup. Mais les gens, petit à petit, sont emportés par les télévisions, qui sont les télévisions Murdoch. C'est la dernière qui est arrivée. Et puis toutes les autres télévisions qui ne passent que du sport, de la musique américaine, enfin toutes ces choses que... À propos de musique, alors je crois que vous nous avez apporté quelque chose. Ah ben oui, ça sera pour la conclusion. Si on peut voir comment ce qui est devenu la musique... On peut voir ce que devient la musique, oui. C'est la musique contemporaine, mais elle est contemporaine comme ça depuis 100 ans. C'est ça, ça fait 100 ans qu'il nous emmerde avec ça. Et monsieur, moi je voudrais arriver à comprendre, parce que Soros c'est un mec qui fait du fric, enfin il aime faire du fric. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un type qui veut faire du fric et qui subventionne ce genre de truc? Moi je comprends pas, là, c'est un mystère insondable. Je vous en reparlerai une autre fois, et ils m'ont dit, c'est un peu comme les chiens, ils marquent leur territoire. Ah oui, ben c'est assez réussi alors. Ah, il est très marqué, le territoire. Très très marqué. Merci Michel, vous reviendrez. Oui. Un auditeur vous demande si la Bulgarie est un pays agréable à visiter. C'est un pays splendide. Et alors, une chose, c'est l'air le plus pur d'Europe. Dans le Rhodope, vous avez des paysages splendides. Il reste encore quelques joyaux. Il y a aussi tous les dégâts du communisme et les dégâts du libéralisme. On peut ignorer ça. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait énormément. Mais il reste des paysages. Et il y a des équipements hôteliers importants. Il faut savoir que les Allemands y vont en vacances. Ouais. Parce que qu'est-ce qui n'est pas en Europe une colonie allemande maintenant, ça paraît difficile à savoir. On se demande pourquoi il y a 60 ans, ils ont essayé de faire ça avec des fusils, alors qu'ils auraient fait ça avec des paquets de marques. Ils ne sont peut-être pas si intelligents qu'on croit. Non, bah des brobos comme ça, messieurs, attention. Tenez, juste une toute dernière chose. J'ai parlé au patron de l'association des écrivains bulgares, Nicolas Haïtov, un grand bonhomme, 80 et quelques années. Il me raconte une chose. Son frère est mort d'une manière très curieuse. Il avait 2-3 ans de plus que lui. Il ne mangeait plus que du fromage parce que c'était la seule chose qu'il pouvait acheter. Et puis un jour, il a découvert que le prix a été multiplié par 10. Il ne pouvait pas. Il est rentré, il était tracassé. Dans la nuit, il est mort. Les vieillards en Bulgarie meurent de froid, de stress, de faim. C'est nous qui faisons ça. C'est pas d'autres personnes. Hein. C'est avec les violons, avec le football. Oh, le football aide beaucoup. J'ai jamais vu d'ailleurs un footballeur donner une journée de son salaire comme un pétrolier pour sauver tel ou tel peuple de la planète. Je ne demande pas que ce soit forcément les Bulgares. Mais enfin, des questions qui me posaient les uns ou les autres, c'est jusqu'à quand, Michel, ça peut aller?
Merci Michel. Vous reviendrez nous parler de la Bulgarie, du modèle bulgare. À suivre dans le Libre Journal aussi. Émissions, et vérifier, parce que si je dis des bêtises, après tout, c'est possible. Oui. Mais je ne serai certainement pas le seul dans la presse, parce que vous apprenez très 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 peu de choses en bout de compte, après 10 ans de propagande sur la Yougoslavie. Que savez-vous sur les peuples yougoslaves ?